Le 6 avril 2021, la police de la ville indienne de Chennai a reçu un appel d'un chauffeur de rickshaw local qui livrait des courses à un domicile privé dans le quartier de Perambur. L'homme a signalé que quelque chose n'allait pas dans la maison. Il entendait des cris en anglais et avait remarqué plusieurs femmes assises par terre dans le hall, à travers la porte entr'ouverte. Elles ne bougeaient même pas et semblaient effrayées. Une patrouille est arrivée 20 minutes plus tard. Elle a été accueillie à la porte par un jeune homme nommé Sahil Kumar. Il s'est présenté comme l'administrateur d'un centre de méditation spirituelle. Lorsque les agents ont demandé la permission d'entrer, Sahil a essayé de fermer la porte. Il s'en est suivi une brève bagarre, à l'issue de laquelle la police est entrée dans la maison. À l'intérieur se trouvaient 12 femmes, toutes dans des pièces différentes, vêtues de tuniques grises identiques en coton. La plupart étaient mis pieds nus. Elles n'avaient ni passeport ni téléphone. L'une des femmes, âgée de 30 ans, s'est présentée comme Claudia, une citoyenne allemande. Elle a affirmé qu'elles étaient retenues contre leur gré, que leurs documents avaient été confisqués et que des séances de purification s'accompagnaient de violences physiques. Quand elle a essayé d'expliquer où se trouvaient dans ses affaires, Sahil a tenté de s'échapper par la porte arrière, mais il a été arrêté. Son arrestation a ensuite été le point de départ d'une des affaires internationales les plus médiatisées concernant la détention forcée de femmes en Inde. Parmi les preuves saisies figuraient des serrures avec des dispositifs de blocage interne, des notes en anglais énumérant les tâches spirituelles quotidiennes et des instructions internes destinées au personnel. Une attention particulière a été attirée sur des caméras de vidéosurveillance sans accès extérieur et une pièce métallique au sous-sol contenant un matelas et un seau en plastique. Selon la police, cette pièce servait de cellule d'isolement pour les désobéissantes. Quelques heures après le raid, une correspondance a été trouvée dans la base de données d'Interpol. Parmi les femmes trouvées, il n'y avait pas celle qui avait fait l'objet de récentes alertes internationales. Une citoyenne polonaise de 27 ans nommée Zofia Kowalska. Mais son nom est apparu 48 heures plus tard. Après avoir comparé des photos, il est apparu clairement que l'une des femmes qui se trouvait dans la pièce sans fenêtre à l'arrivée de la police et qui n'avait pas dit un mot pendant toute la première journée était Zofia. D'après l'enquête, elle était sous l'effet de médicaments puissants à ce moment-là. Un examen médical a révélé des traces de sédatifs dans son sang, ainsi que des ecchymoses sur ses épaules et ses poignets. L'enquête a commencé par une question. Comment une citoyenne de l'Union européenne, voyageant avec un visa touristique, s'est-elle retrouvée dans une maison fermée à clé, dans une banlieue industrielle de l'Inde? Et pourquoi personne ne la cherchait, là-bas? La réponse est venue de la chronologie des événements des 3 mois précédents. D'après les enquêteurs polonais, Zofia Kowalska était une citoyenne de la ville de Łódź, diplômée d'une université de médecine et travaillant dans le marketing. Début janvier, elle a commencé à correspondre sur Instagram avec un homme nommé Sahil Kumar. Il s'est présenté comme un praticien de la respiration et professeur de méditation. Au cours des premières semaines, il lui envoyait tous les jours des messages audio, lui parlait d'énergie intérieure et la qualifiait de destin. 3 semaines plus tard, il lui a avoué son amour et a commencé à lui demander de le rencontrer. Selon l'enquête, leur correspondance comprenait plus de 300 messages, dont certains ont ensuite été supprimés par les 2 parties. À la mi-mars, Zofia a dit à ses potes qu'elle partait 2 semaines en Inde pour rendre visite à Sahil et rencontrer sa famille. À son arrivée à Chennai, sa dernière activité en ligne a été enregistrée dans la soirée du 25 mars. Après ça, plus aucun message n'a été envoyé. Une publication est apparue sur sa page perso. Une photo de l'aéroport avec la légende
Je suis là. Bonheur à l'intérieur. Il s'est avéré par la suite que cette photo avait été planifiée à l'avance et publiée automatiquement via une application. Les parents de Sofia ont contacté la police polonaise 3 jours plus tard, lorsque leur fille n'avait toujours pas donné signe de vie et que son téléphone ne répondait plus. Une demande a été envoyée à la police indienne via Interpol, mais cela s'est produit après que Sahil l'ait déjà emmenée dans la maison. Au cours des 12 jours suivants, elle n'a jamais quitté les lieux. D'après les interrogatoires des autres femmes de la maison, chacune d'entre elles est arrivée dans des circonstances similaires. Correspondance, romance, promesses d'amour et invitation en Inde. On a dit à chaque femme qu'elle vivrait dans une maison où elle pratiquerait des activités spirituelles et qu'il était recommandé, pendant les 2 premières semaines, de s'immerger dans le silence et le détachement du monde extérieur. Pendant cette période, leurs passeports et leurs téléphones leur ont été confisqués sous prétexte de purification spirituelle. Il a été prétendu que cela faisait partie de la pratique. Mais presque immédiatement, l'isolement a commencé. Les contacts entre les femmes étaient strictement limités. Les contrevenantes étaient enfermées dans une pièce séparée. Celles qui résistaient étaient soumises à des pressions psychologiques et à des punitions physiques. Certaines ont témoigné d'abus sexuels commis par des enseignants, dont Sahil. À ce stade, la police ne savait pas à quoi elle avait affaire. Un crime dissimulé sous un voile ésotérique ou un réseau organisé de traite des êtres humains. Mais l'enquête a rapidement mis au jour une organisation enregistrée dans l'État indien de l'Uttarakhand, la Shanti Param Foundation, qui gérait 8 centres spirituels à travers l'Inde. La maison de Chennai était l'un d'entre eux, mais son adresse ne figurait pas dans les documents officiels. Cela lui a permis d'échapper longtemps à la vigilance des autorités. À ce moment-là, Sahil avait refusé de témoigner, invoquant son droit de garder le silence. Son avocat affirmait que ses actions ne dépassaient même pas le cadre de pratiques spirituelles et que toutes les femmes étaient l'endola de leur plein gré. Mais les enregistrements vidéo, les documents et les témoignages des femmes étrangères saisis racontaient une toute autre histoire. L'enquête ne faisait que commencer. Derrière la façade d'un centre spirituel se cachait un système avec une hiérarchie claire, une logistique bien organisée et une recherche ciblée de victimes via les réseaux sociaux. 3 jours après l'arrestation de Sahil Kumar, la police de Chennai a reçu une demande d'Europol. Aux côtés des enquêteurs polonais, les forces de l'ordre allemandes, françaises et australiennes se sont également intéressées à l'affaire. Selon les premières infos, au moins 8 femmes trouvées dans la maison de Tarman Road avaient été portées disparues dans leur pays d'origine. L'un des personnages clés de l'enquête était l'inspecteur principal Krishnan Narayanan, un agent de l'unité chargée de la traite des êtres humains au sein du département des enquêtes criminelles de l'État du Tamil Nadu. Il a mené les interrogatoires des victimes et lancé une enquête systématique sur la fondation Shanti Param. Au cours de la première semaine, il est apparu clairement que l'organisation, enregistrée comme centre de méditation caritatif, disposait d'une structure parallèle pour recruter des femmes via les réseaux sociaux et des séminaires en ligne. Au cœur de ce réseau se trouvait Sahil Kumar. Il avait 29 ans. Il était né dans la ville de Hardwar, dans l'état de l'Uttarakhand, dans une famille qui possédait une petite entreprise hôtelière. Il était diplômé d'une école supérieure en gestion. À 21 ans, il avait rejoint un mouvement fondé par un certain Anurag Srivastava, un homme qui se présentait comme un gourou et un maître de la libération intérieure. La secte opérait sous le couvert du centre de développement spirituel Shanti Param Ashram. Au cours des 8 années qui ont suivi, Sahil est passé du statut d'étudiant à celui de responsable de l'une des branches. D'après l'enquête, à partir de 2018, il a créé et contrôlé
au moins 6 faux comptes Instagram et Twitter, grâce auxquels il a contacté des femmes en Europe, surtout des femmes célibataires, qui parlaient maintenant souvent de dépression, de stress ou de leur envie de partir. Il se présentait comme un disciple sauvé qui avait trouvé un sens à sa vie grâce à la purification spirituelle. Il ne mentionnait jamais le nom de la secte, et les contacts se faisaient uniquement par message privé. L'enquête a établi que son téléphone, saisi lors de son arrestation, contenait plus de 50 conversations avec des femmes de différents pays. Dans la plupart d'entre elles, il utilisait les mêmes phrases « Tu es l'élu, ton cœur dit la vérité, je veux te rencontrer dans un endroit où le temps n'a pas d'importance ». Il proposait un hébergement gratuit, la participation à un programme d'éveil, et la possibilité d'aller au-delà de l'esprit. Le 19 mars, 6 jours avant la disparition de Sofia Kowalskaia, Sahil a loué une maison dans la banlieue de Chennai, enregistrée sous un faux nom, celui d'un chauffeur de l'État du Bihar qui était payé en espèces. La maison n'était pas enregistrée comme faisant partie de la fondation et était sous contrôle strict. Toutes les caméras de vidéosurveillance étaient orientées vers l'intérieur. Les fenêtres de la plupart des pièces étaient soit condamnées de l'intérieur, soit recouvertes d'un tissu épais. Un silence strict était imposé dans la maison, sauf pendant les pratiques rituelles du matin et du soir. Les femmes vivaient selon un horaire précis. Elles se levaient à 5 heures du matin, faisaient une demi-heure de méditation silencieuse, puis mangeaient un repas végétarien, suivi de 2 heures de lecture de textes de purification en anglais, écrits par Sahil. Après le déjeuner, elles étaient isolées dans leur chambre pour travailler sur elles-mêmes. D'après les victimes, des punitions étaient infligées en cas de violation du régime. Privation de nourriture, enfermement dans un sous-sol non éclairé, ainsi que des pressions psychologiques, accusations de déviation du chemin et de saleté spirituelle. Une des femmes, Marie Julien, une citoyenne française, a dit pendant l'interrogatoire qu'elle avait résisté pendant la première semaine. Elle a dit que Sahil l'avait alors frappée au visage, la traitant de « celle qui apporte la souffrance dans ce monde ». Après ça, elle a été mise à l'isolement pendant 3 jours sans nourriture. Elle n'avait le droit de sortir que pour des rituels de purification, dont certains, selon elle, étaient de nature sexuelle. Dans son rapport, le médecin légiste a constaté des traces de coups, d'anciennes ecchymoses et des lacérations à l'intérieur des cuisses. 3 autres femmes ont fait des témoignages similaires. 2 ont refusé de parler. Sofia Kowalskaia est restée dans un état catatonique jusqu'au 7e jour après sa libération. Selon les médecins, son état ressemblait aux effets d'un isolement prolongé et du stress, exacerbé par les médicaments. Pendant ce temps, par l'intermédiaire de ses avocats, la secte a lancé une campagne pour défendre Sahil. Une déclaration a été publiée sur le site web de la Fondation dénonçant l'ingérence flagrante des autorités dans la vie spirituelle de l'organisation, qualifiant les femmes de participantes volontaires et affirmant que leur détention est un mensonge dicté par la peur d'une transformation interne. La police de Chennai a demandé l'aide des autorités fédérales. Une semaine plus tard, dans le cadre d'une opération conjointe avec le Bureau indien des enquêtes criminelles, des perquisitions ont été menées dans 2 autres centres Shantiparam, à Bengaluru et Dehradun. Dans le premier, 5 femmes, citoyennes du Royaume-Uni et des Pays-Bas, ont été retrouvées. Personne n'a été trouvé dans le second, mais des documents indiquant la structure de l'organisation ont été saisis. Chaque branche de l'ashram avait un responsable chargé de travailler avec les nouveaux participants. Ils rendirent compte au chef, Anurag Srivastava. Il s'agissait d'un ancien professeur de philosophie qui avait été radié en 2007 pour promotion de méthodes psychothérapeutiques non éprouvées. Il avait ensuite créé une fondation et, en 15 ans,
mis en place un réseau de centres fermés où les observateurs extérieurs n'étaient même pas admis. À ce moment-là, on ne savait pas où il était. D'après des rapports des services de renseignement, il aurait quitté l'Inde via le Népal. Un mandat d'arrêt international a été lancé à la mi-avril, mais le personnage central de l'enquête actuelle restait Sahil Kumar, l'homme par qui la plupart des victimes étaient entrées dans le système. Les enquêteurs ont continué à examiner les traces numériques laissées dans les téléphones, les ordinateurs portables et la correspondance. Il s'est avéré qu'au moins 8 femmes avaient disparu au cours des 2 dernières années, après avoir communiqué avec des profils liés à lui. Toutes n'ont pas été retrouvées. L'identité de 5 d'entre elles a été confirmée. 2 ont été identifiées à partir de photos publiées sur les serveurs internes de la secte. Une autre a été identifiée à partir d'une courte vidéo filmée à l'intérieur de la maison, où elle est assise par terre, répétant des phrases en hindi. Selon le parquet, ces preuves indiquaient une détention systématique, des abus psychologiques et physiques, ainsi que des signes de traite d'êtres humains. Zofia Kowalska n'a pas pu témoigner à ce stade. Elle a été emmenée dans une clinique du consulat polonais à New Delhi. Les médecins ont diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique, des symptômes d'amnésie psychogène et une dépression. Ce n'est que 9 jours plus tard qu'elle a parlé pour la première fois à un psychologue, déclarant brièvement « Je ne pensais pas que je reviendrais ». L'enquête est passée à la phase internationale. Les preuves se sont accumulées, mais la tâche principale était de prouver que les actes de Sahil et de ses complices ne relevaient bien pas d'une pratique culturelle ou spirituelle, mais d'un système criminel de manipulation, d'isolement et de violence. Zofia Kowalska est née à Łódź, en Pologne, en février 1994. Ses parents étaient enseignants. Sa mère travaillait à l'université et son père dans une école. D'après ses potes, elle était indépendante depuis toute petite. Elle a déménagé à Cracovie quand elle était jeune, où elle a obtenu un diplôme en communication sociale à l'université Jagiellonne. À 26 ans, elle bossait pour une grosse agence de marketing, avait un revenu stable, louait un appart et était active sur les réseaux sociaux. Sa dernière publication avant de partir en Inde était un selfie pris dans un café, accompagné de la légende « J'ai longtemps repoussé ce moment, mais il est temps de recommencer à zéro ». La photo est datée du 15 mars. 10 jours plus tard, elle s'envolait pour Chennai. Elle avait dit à sa famille qu'elle prenait 2 semaines de congé pour se ressourcer et reprendre des forces. Personne dans son entourage ne s'est inquiété. Sahil Kumar est entré dans sa vie via Instagram début janvier. Il a commenté l'une de ses stories dans laquelle elle disait se sentir épuisée. Dans leurs échanges, il s'est présenté comme quelqu'un qui aide les autres grâce à des techniques de respiration et de méditation. À l'époque, son compte semblait convaincant. Photos de cours de yoga, citations et messages vidéo positifs. Zofia n'a pas répondu tout de suite, mais en 3 semaines, ils étaient en contact tous les jours. Plus tard, les enquêteurs ont découvert que le contenu du compte de Sahil avait été récupéré à partir de documents d'autres personnes. Les vidéos étaient des extraits de séminaires d'autres personnes. Les photos provenaient souvent de sources gratuites. La seule chose authentique, c'était lui. Il enregistrait des messages vocaux, faisant preuve d'empathie et répétant des phrases telles que « Je comprends ta douleur, car j'étais perdu avant ». 1 mois plus tard, il lui a avoué son amour. 1 mois et demi plus tard, il lui a demandé de venir lui rendre visite. Il lui a expliqué que c'était une occasion de suivre le même chemin et de se débarrasser de la douleur accumulée au fil des ans. Zofia a accepté. Elle n'a dit à personne qu'elle partait seule, sans réservation d'hôtel ni billet de retour, directement chez une personne qu'elle n'avait jamais rencontrée en personne. Elle a dit à ses parents qu'elle partait en son voyage touristique.
Seule sa meilleure amie savait qu'elle allait les voir, quelqu'un de spécial. À son arrivée à Cheney, elle a été accueillie à l'aéroport. Cela a été confirmé par des images de vidéosurveillance. Sahil tenait une pancarte avec son nom. Ses déplacements ultérieurs n'ont pas été suivis. La carte SIM de son téléphone a cessé de fonctionner le lendemain. Après avoir publié un message sur Instagram, tout contact a été perdu. Sofia a été emmenée dans une maison dans le quartier de Perambur. Là-bas, comme on l'a appris plus tard, elle a été immédiatement mise à l'isolement. D'après d'autres femmes, les nouvelles arrivantes étaient déplacées dans une salle de silence pendant les premiers jours, une pièce sans fenêtre aux murs mous où elle n'avait le droit que de s'asseoir et de méditer. Il était interdit de parler. Les témoignages des victimes décrivent presque tous le même scénario. D'abord, on leur a dit que le fait de rendre leur téléphone et leur passeport faisait partie d'un rituel visant à les libérer de leur attachement matériel. Puis, les rituels de purification ont commencé. Ces pratiques comprenaient dans le chant répété de mantras, des procédures impliquant de l'eau, des restrictions alimentaires et des contacts sexuels présentés comme une renaissance énergétique. Une des victimes, Susanne Berg, originaire de Suède, a déclaré lors de son interrogatoire que le 5e jour de son séjour dans la maison, Sahil est entré dans sa chambre, l'a assise par terre et a procédé à une séance de transfert d'énergie, au cours de laquelle il a touché son corps. Quand elle a essayé de se lever, il l'a frappée au visage. Elle a ensuite été interdite de sortir de sa chambre pendant 3 jours. Sofia a passé près de 2 semaines dans ces conditions. Selon les médecins, son état était critique au moment de sa libération. Elle était gravement déshydratée, émaciée, avait perdu près de 8 kilos et avait des difficultés à parler. Les médecins lui ont diagnostiqué des troubles du sommeil, un trouble anxieux et une dépression réactionnelle. Selon un psychologue qui a travaillé avec elle dans une clinique de New Delhi, Sofia a refusé de répondre nos questions pendant plusieurs jours. Elle ne répétait qu'une seule phrase : « Je pensais qu'il m'aimait ». Plus tard, elle a donné son accord écrit pour que son témoignage soit transmis au parquet, déclarant qu'elle avait compris comment elle était tombée entre les mains d'un manipulateur déguisé en professeur. Pendant ce temps, les enquêteurs ont continué à passer au crible les preuves numériques obtenues après la saisie des serveurs de la fondation Shanti Param. La correspondance archivée de Sahil contenait des schémas de communication similaires avec 19 autres femmes. Dans plusieurs cas, la correspondance s'est terminée après 2 ou 3 mois par la phrase « Je suis prête à t'ouvrir la voie ». La plupart de ces femmes étaient et portées disparues. Dans l'un des messages, daté de novembre 2019, Sahil écrivait à une femme nommée Lucia « Tu n'as pas idée du bonheur que c'est d'être dans un endroit où personne ne te cherche ». Cette femme ne figurait pas parmi celles qui ont été retrouvées dans la maison. La police indienne a officiellement contacté les autorités polonaises, allemandes et australiennes pour demander des infos sur les citoyens disparus. En comparant les listes, on a pu identifier 5 autres noms qui pourraient être liés aux activités de Sahil ou à des comptes associés à lui. En même temps, la police a vérifié les biens et les comptes bancaires de la fondation. Il a été établi qu'au cours des 2 dernières années, l'organisation avait reçu plus d'1 million de dollars de dons transférés via des crypto-monnaies. L'argent provenait de portefeuilles anonymes et une partie provenait des comptes des victimes elles-mêmes. Dans un cas, une citoyenne canadienne, sous le contrôle de la fondation, a transféré environ 40 000 dollars sur le compte de l'organisation. Elle a déclaré plus tard qu'elle voulait aider, mais qu'elle ne se souvenait pas des circonstances dans lesquelles elle l'avait fait. Les enquêteurs ont commencé à parler non seulement de privation illégale de liberté, mais aussi d'exploitation financière systématique et d'un possible réseau international de blanchiment d'argent.
Le centre de Chennai n'était qu'un élément de ce réseau. À l'époque, au moins 4 autres maisons étaient inconnues, à Pune, Kolkata, Hyderabad et Surat. Toutes étaient officiellement gérées par d'autres personnes liées à Sahil. Anurag Srivastava, le fondateur de la fondation, n'a jamais été retrouvé. Interpol l'a placé sur une liste de personnes recherchées au niveau international. Cependant, selon les dernières infos, il aurait été vu dans les zones frontalières du Népal. Là-bas, selon des infos non confirmées, il aurait créé un nouveau centre sous un autre nom. L'enquête a continué, mais le témoignage de Sofia Kovalskaya, officiellement enregistré fin avril, a été un moment clé dans la constitution du dossier contre Sahil et toute la structure de la fondation. Ce témoignage a permis à l'accusation de porter des accusations de traite d'êtres humains, d'exploitation sexuelle et de création d'un groupe criminel sous couvert de religion. Début mai 2021, le parquet de l'État du Tamil Nadu a retenu 6 chefs d'accusation contre Sahil Kumar. Il s'agit notamment de privation illégale de liberté, de contrainte à des actes sexuels, de recours à la violence, de fraude, de traite des êtres humains et de participation à une organisation criminelle. L'ensemble des preuves s'étendait sur plus de 300 pages et comprenait les déclarations de 8 victimes, des rapports médicaux et des éléments obtenus à partir de l'analyse des appareils saisis lors de la perquisition. L'accusation s'est largement appuyée sur des preuves numériques, notamment des archives de correspondance, des messages vocaux et des enregistrements provenant de caméras de surveillance installées à l'intérieur de la maison. Dans une vidéo enregistrée en mars, on voit Sahil entrer dans une pièce où une femme est assise et sans dire un mot, lui arracher un cahier des mains, le jeter par terre et lui demander de répéter le mantra. La femme refuse, après quoi, il la soulève par les épaules et l'emmène au sous-sol. Il s'agissait de Sofia Kovalskaya. D'autres vidéos montrent des femmes alignées dans le couloir le matin, recevant des portions de nourriture et assises par terre sous la surveillance de assistants. Elles avaient de l'air abattu, leurs mouvements étaient rollants et personne ne parlait. Certaines images montrent des scènes de pression physique. Des femmes sont poussées, criées dessus et forcées à répéter des phrases. Les psychologues qui ont analysé le comportement des victimes ont affirmé que les femmes montraient donc des signes de coercition mentale et un manque de volonté de résister. Sahil a nié toute culpabilité lors de son interrogatoire. Il a dit que toutes les actions étaient motivées par des raisons spirituelles, que les femmes étaient là de leur plein gré et que elles subissaient un processus de transformation qui pouvait être douloureux. Il a refusé de répondre à toute question sur les violences sexuelles. Cependant, un tournant dans sa position est survenu après l'interrogatoire de 2 assistants, détenus dans un autre centre Shantiparam à Bengaluru. L'un d'eux, Ramesh Varma, a admis avoir été recruté via une annonce sur une application de messagerie. Assistant recherché pour un centre de méditation, nourriture et logement fournis. Il a décrit comment il a subi une initiation et s'est vu dire qu'il devait aider les nouvelles étudiantes à surmonter leur résistance physique. En d'autres termes, il devait les retenir pendant les rituels. Ces aveux ont servi de base aux accusations d'abus systématiques. Fin mai, Sahil a été transféré dans un centre de détention à Chennai. Son avocat a demandé que sa détention soit remplacée par une assignation à résidence, mais le tribunal a rejeté cette demande. Entre-temps, le Comité national pour la protection des droits des femmes en Inde s'est saisi de l'affaire. Son rapport a confirmé que la fondation Shantiparam avait déjà fait l'objet de plaintes. Cependant, les affaires avaient été classées faute de preuves d'un crime. Les enquêteurs ont entre-temps trouvé de nouvelles victimes. L'une d'elles est Lisa Marino,
une citoyenne italienne de 28 ans qui a disparu en 2019 après un voyage en Inde. Une photo envoyée à l'adresse e-mail interne du centre a été trouvée dans les archives électroniques de Sahil. Elle montre une femme en tunique grise, en larmes, avec des ecchymoses au visage. La légende indique « Marino est prête pour la phase 3 ». Cette femme n'a pas été retrouvée. Le deuxième cas concerne une Australienne, Christine Howell. Elle a disparu en novembre 2020. Selon ses parents, elle était partie en Inde pour une retraite et a ensuite cessé toute communication. Son nom a été retrouvé sur la liste des personnes passées par là sur le serveur de la fondation. En face, une note indiquait « Transférée à Delhi, statut fermé ». On ignore toujours où elle se trouve. En même temps, des demandes officielles ont été envoyées à 21 pays via Interpol. En réponse, des infos ont été reçues concernant 27 signalements de femmes disparues entre 2016 et 2020. Toutes avaient bien été en contact direct avec des comptes liés à Shantiparam ou avaient d'aller mentionner le beau centre de transformation intérieure en Inde dans leur correspondance. Dans le cadre d'une enquête élargie, la police indienne a perquisitionné 2 autres maisons à Surat et à Varanasi. Dans la première maison, une pièce cachée sans fenêtre a été découverte contenant un matelas et un seau. Les murs étaient recouverts d'un matériau insonorisant. Une caméra à l'intérieur enregistrait les mouvements. Des cheveux, des fragments d'ongles et des bandages ont été trouvés sur le sol. Les experts légistes ont confirmé la présence de sang appartenant à une femme dont l'identité n'a pas encore été établie. 5 téléphones, 2 caméras vidéo et plus de 60 cahiers contenant des noms, des dates et des phrases en anglais, en hindi et en allemand ont été saisis dans la deuxième maison. Selon les enquêteurs, il s'agissait de journaux de soumission personnelle. Des femmes en transition y consignaient leurs erreurs, leur résistance et leur punition. Certaines pages étaient tachées de sang. Un cahier contenait l'inscription suivante : « J'ai résisté. Aujourd'hui, je n'ai pas reçu de nourriture. Ils ne m'entendent pas. Je veux partir. » Après avoir examiné les documents, des psychologues légistes ont conclu que les victimes ont été délibérément manipulées à l'aide de méthodes d'isolement, de privation sensorielle et de suggestion coercitive dans des conditions de contrôle total. Cela crée un tableau clinique similaire à celui de la captivité psychologique, un état dans lequel une personne perd la capacité de prendre des décisions indépendantes et d'évaluer de manière critique ce qui se passe. Dans ce contexte, la famille de Sofia Kowalskaia a accepté de parler aux médias. Sa mère a donné une courte interview à une chaîne de télévision polonaise dans laquelle elle a déclaré « Je vois ma fille devant moi, mais c'est comme si elle n'était pas avec nous. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais je ne veux pas que cela arrive à d'autres personnes. » Cette histoire a fait grand bruit. Les médias européens ont commencé à publier des articles sur les sectes déguisées en centres de méditation et les ambassades ont commencé à émettre des avertissements. Le système, qui fonctionnait sous le couvert de pratiques spirituelles, s'est avéré reposer sur des méthodes de suppression de la volonté, de manipulation et de coercition physique. Et tout cela dans l'Inde moderne, sous le couvert d'une fondation enregistrée. Mais malgré l'ampleur du scandale, une personne restait hors d'atteinte. Anurag Srivastava. Son rôle est devenu de plus en plus important. C'est lui qui a créé le système. C'est lui qui l'a dirigé. Sa philosophie était à la base des proto-pratiques, et c'est lui qui a disparu quelques semaines avant l'arrivée de la police à Chennai. En mai 2021, le nom d'Anurag Srivastava apparaissait dans la plupart des documents officiels liés à l'affaire. L'enquête le considérait non seulement comme le fondateur de la fondation Shantiparam, mais aussi comme le concepteur du modèle de recrutement
de pression psychologique et de gestion des victimes. Cependant, au moment de la découverte du centre à Chennai, on ne savait pas où il était. Sa dernière inscription officielle, en Inde, était un vol de Delhi à Katmandou en septembre 2020. Anurag Srivastava est né en 1969 dans la ville de Kanpur. Dans les années 1990, il a enseigné la philosophie dans un collège affilié à l'université de Bénarès. C'est là qu'il s'est intéressé à l'ésotérisme oriental et aux pratiques de tibétaines, et qu'il a développé sa propre doctrine de la purification, qui affirmait que la véritable libération des femmes n'est possible que par le renoncement à la volonté et la soumission totale au flux. Les enquêteurs ont ensuite trouvé cette citation sur le serveur interne de la Fondation, dans la section « Méthode d'enseignement ». En 2014, il a été renvoyé de l'enseignement, officiellement pour violation de l'éthique, mais officieusement pour avoir tenté d'imposer à ses élèves des pratiques de pression silencieuse, consistant à enfermer les filles dans une salle de classe sans lumière ni eau. En 2007, il a enregistré une fondation caritative à Haridwar, appelée Shanti Param Ashram. Au cours de ses premières années, ses activités se limitaient à de petits séminaires et cours. Mais en 2012, la fondation comptait 3 centres actifs et avait accès à un public international via Internet. Les vidéos des conférences d'Anurag ont été vues des centaines de milliers de fois. Il était devenu un utilisateur actif des réseaux sociaux, bien qu'il n'y soit jamais apparu lui-même. Le contenu était publié par ses assistants. Un moment clé dans la croissance de la secte a été la création d'un site web en anglais proposant des programmes de purification de la conscience pour les étrangers. Le site web promouvait les valeurs du silence spirituel, de la libération de l'ego et de la renaissance par la soumission. Anurag se désignait comme le maître dans les enregistrements, mais n'apparaissait jamais à l'écran. Ses conférences étaient racontées par d'autres personnes, avec des voix off. Selon un témoin, un ancien bénévole du centre de Dehradun, tous les étudiants avaient accès à des fichiers audio contenant des sermons qui donnaient des instructions claires. Une femme ne s'appartient pas. Une femme est un récipient qui peut être rempli, mais seulement après avoir été vidé. L'enquête a établi que les centres de la Fondation utilisaient un système de classification interne. Les femmes qui arrivaient pour la première fois étaient appelées récipients débutants. Après 2 semaines passées au centre et après avoir complètement abandonné leur téléphone et leurs documents, elles passaient au statut silencieux. C'est à ce stade que les rituels commençaient. Selon un employé du centre de Bengaluru qui a coopéré à l'enquête, si une fille continuait à résister, elle était envoyée dans une autre maison. Si elle obéissait, elle était gardée, recevait un nouveau nom et était mise en servitude. Environ la moitié des femmes passaient par une phase de discipline qui comprenait des punitions physiques. Ces punitions étaient infligées soit par Sahil lui-même, soit par ses assistants. Les filles étaient fouettées, privées de nourriture et isolées dans le noir. Tout ça était présenté comme la libération de la douleur par la douleur. D'après les données recueillies à la mi-juin, la structure de la Fondation comprenait au moins 20 établissements, allant de centres enregistrés à des maisons louées sans statut légal. Chacun d'entre eux était géré par des employés locaux, souvent d'anciens participants aux pratiques, qui étaient restés et étaient devenus des leaders. Ces mentors ne recevaient pas de salaire officiel. Ils étaient logés, nourris, et avaient accès aux femmes qu'ils contrôlaient. L'un de ces responsables, Priyansh Kumar, a été arrêté en juin à Varanasi. Lors de son interrogatoire, il a déclaré qu'il ne se considérait pas coupable. « J'ai été choisi pour servir. Nous n'avons rien fait d'illégal. Elles étaient d'accord entre elles.
Elles avaient besoin d'être purifiées. Nous leur avons donné ce qu'elles voulaient. Ces propos faisaient écho à la terminologie utilisée dans les documents internes de la Fondation. Lors d'une perquisition, une clé USB contenant des dizaines de dossiers a été trouvée sur lui. Elle contenait des fichiers sur des femmes, notamment des scans de passeports, des photos personnelles, une liste de leurs faiblesses et des citations tirées de leur correspondance. Un document disait « Agité. Son père et ses parties quand elle était enfant. A tendance à s'attacher. Recommandé par des éloges. Ne réagit pas aux menaces. Ces dossiers sont devenus certaines des preuves les plus solides, démontrant que le recrutement et le contrôle n'étaient pas aléatoires, mais faisaient partie d'un système préétabli. Anurag Srivastava, quant à lui, restait intouchable. Son nom n'apparaissait dans aucun registre officiel de maison, de compte ou de biens. Tout était fait par des prête-noms. Sa voix n'a jamais été entendue dans les enregistrements audio. Même les photos étaient anciennes, sans référence précise, au temps ou au lieu. Les enquêteurs ont supposé qu'il utilisait de faux documents et qu'il avait depuis longtemps quitté l'Inde. La théorie selon laquelle il se trouvait au Népal n'a été confirmée qu'indirectement. L'un des agents impliqués dans l'opération a déclaré aux journalistes que « ils ont des raisons de croire qu'un homme ressemblant à Anurag, utilisant le nom de Tapas, a été vu dans l'un des centres bouddhistes de la région de Pokhara. » Cependant, cela n'a pas pu être confirmé. Pendant la détention de Sahil Kumar, son équipe de défense a tenté de présenter l'affaire comme un malentendu culturel. L'avocat a affirmé que les femmes étrangères étaient venues de leur plein gré, que les relations sexuelles étaient consenties et que la restriction de liberté faisait partie de la pratique du renoncement à l'ego. Cependant, sous la pression des témoignages de nouvelles victimes, la stratégie de la défense a commencé à s'effriter. Le parquet a déjà rassemblé plus de 35 volumes de preuves. Parmi celles-ci figurent des témoignages de femmes, des photos de blessures, des enregistrements audio de menaces, des traces de transfert d'argent vers les comptes du fonds, à partir de portefeuilles de crypto-monnaies, ainsi que des documents internes du centre décrivant les règles de détention. Entre-temps, des journalistes se sont joints à l'enquête. La chaîne de télévision allemande ARD et la BBC britannique ont commencé à tourner des documentaires. Le journal polonais Gazeta Wyborcza a publié une série d'articles sur le cas de Zofia Kowalskaja, intitulé « Sous le couvert de l'amour ». Comment une citoyenne polonaise est tombée dans un système de violence en Inde. L'affaire a attiré l'attention internationale, mais malgré le tollé général, le problème principal restait entier. Anurag Srivastava était toujours en fuite, et tant qu'il était libre, les chances de démêler toute la chaîne des événements restaient minces. En juillet 2021, le tribunal de district de Chennai a commencé les audiences préliminaires dans l'affaire Sahil Kumar. L'accusation a présenté 6 épisodes d'activité criminelle, confirmés par des témoignages et des preuves recueillies au cours de l'enquête. L'accent a surtout été mis sur la nature systématique des crimes. Le tribunal devait déterminer s'il s'agissait de violences personnelles ou d'un système d'exploitation ciblé intégré dans la structure de la fondation. Lors de la première audience, le procureur a présenté une liste de victimes prêtes à témoigner officiellement. Parmi elles figuraient Zofia Kowalska, Claudia Brunner d'Allemagne, Susanne Berg de Suède et Carla Mendoza d'Argentine. Toutes les 4 avaient été libérées d'une maison à Chennai et disposaient de documents confirmant leur statut de victime. Zofia Kowalski a témoigné à huis clos. Selon le procureur, son témoignage a duré plus de 2 heures. Elle a décrit comment elle a été recrutée, comment elle a été accueillie à l'aéroport, comment son téléphone et son passeport lui ont été confisqués sous prétexte de commencer son stage, et comment, 3 jours plus tard, elle a été interdite de parler et de quitter sa chambre.
Sofia a déclaré que le 4e jour, Sahil est entré dans sa chambre, s'est assis à côté d'elle et a commencé à la toucher. Quand elle a dit « non », il l'a frappée au visage et lui a dit « la résistance, c'est la peur, et la peur, c'est un mensonge ». D'après le procureur, ces mots sont devenus un élément central des preuves de violence. Ils ont été enregistrés dans l'un des enregistrements audio trouvés sur l'ordinateur portable de Sahil. On peut entendre l'enregistrement répéter cette phrase plusieurs fois dans le contexte d'une transition vers une nouvelle forme de conscience. Le lendemain, le tribunal a entendu le témoignage de Suzanne Berg. La jeune fille a déclaré qu'à son arrivée dans la maison de Bengaluru, on lui a donné des vêtements. Tous ses effets personnels lui ont été confisqués et on lui a dit que, à partir de maintenant, elle appartenait au système. En moins de 24 heures, elle a été contrainte de participer à des rituels énergétiques au cours desquels elle devait se déshabiller, s'agenouiller et répéter des phrases qu'elle ne comprenait pas. Quand elle a essayé de refuser, on lui a refusé de la nourriture. Elle a été enfermée dans une pièce sans fenêtre et soumise à des bruitages forts. Carla Mendoza, une citoyenne argentine, a déclaré qu'après son arrivée à Chennai, elle a été agressée sexuellement non seulement par Sahil, mais aussi par d'autres hommes qui se présentaient comme des professeurs. Elle a affirmé qu'au cours des 2 mois passés dans la maison, elle y a été soumise à des rituels, au moins 10 fois. Son témoignage a été corroboré par des images de vidéosurveillance que l'accusation a présentées comme preuve d'abus systématique. Mais le rebondissement le plus inattendu a été la disparition d'un témoin clé, une femme nommée Nisha Kumari, ancienne employée de la fondation à Dehradun. Elle devait témoigner contre Sahil, décrire la structure interne de la fondation, mettre en évidence les liens financiers, les itinéraires utilisés pour transférer les victimes entre les centres et le rôle d'Anurag Srivastava. Nisha était sous protection policière. Elle était en train d'être transférée à Chennai depuis le Jharkhand, où elle vivait depuis quelques mois. Cependant, 2 jours avant l'audience, elle ne s'est pas présentée à son interrogatoire. Son téléphone était éteint. Les gardes de sécurité qui l'accompagnaient ont déclaré que elle était sortie au magasin dans la nuit et n'était pas revenue. Une recherche interne a été lancée dans toute la ville. Les caméras de surveillance ont filmé une femme ressemblant à Nisha montée dans un SUV noir sans plaque d'immatriculation sur le parking d'un centre commercial. Après ça, elle a disparu, sans laisser de traces. Cet incident a soulevé de sérieuses questions quant à une possible ingérence des partisans de la fondation dans l'affaire. Le ministère indien de l'Intérieur a ouvert une enquête sur le programme de protection des témoins. Plusieurs fonctionnaires de la police du Jharkhand ont été temporairement suspendus pour négligence. Le parquet a demandé des mesures de sécurité supplémentaires pour les autres témoins. Au milieu de ce scandale, l'équipe de défense de Sahil a tenté d'invoquer des pressions sur le tribunal et une hystérie médiatique. Cependant, le juge a rejeté cette requête. Les témoignages des victimes se sont poursuivis. Des observateurs internationaux de l'Union européenne ont confirmé que le procès se déroulait conformément aux normes internationales. À la mi-août, le tribunal avait entendu plus de 20 témoins. Parmi eux figuraient des experts médico-légaux, des policiers, des professionnels de santé et des représentants d'organisations de défense des droits humains. Les résultats des analyses ADN ont été lus, confirmant la présence de matériel biologique de Sahil sur les vêtements de 3 victimes. Des données de bancaires ont aussi été présentées, montrant que de l'argent provenant de portefeuilles de crypto-monnaies avait été transféré vers le fonds, puis retiré via des sociétés écrans à Delhi et Katmandou. Lors d'une des audiences, le procureur a présenté une liste de 15 femmes qui figuraient donc dans la base de données du fonds, mais qui étaient introuvables. 8 d'entre elles ont été portées disparues dans différents pays. Les autres n'ont pas été identifiées.
le tribunal a adressé une remarque officielle aux autorités indiennes, leur demandant d'élargir l'enquête internationale et d'intensifier les recherches pour retrouver Anurag Srivastava. Pendant ce temps, la Pologne, l'Allemagne, la France et l'Australie ont lancé leurs propres enquêtes parallèles. Les affaires criminelles impliquant la disparition de femmes qui étaient auparavant considérées comme sans lien entre elles ont été regroupées dans un seul dossier international. Un siège temporaire d'Interpol a été mis en place à New Delhi pour coordonner les efforts. L'affaire a pris une dimension non seulement criminelle, mais aussi diplomatique. Mais pour les victimes assises dans la salle d'audience, tout se résumait à une seule question. Entendront-elles le verdict? Et cela suffira-t-il si le principal architecte du système, l'homme qui a écrit le scénario de leur asservissement, est toujours en liberté? Début septembre 2021, le procès est entré dans sa phase finale. Presque tous les témoins avaient été entendus et des dizaines de volumes de documents et de rapports d'experts avaient été versés au dossier. Il ne restait plus qu'à l'accusé de prononcer son dernier mot et au verdict d'être rendu. Mais avant ça, le tribunal a accepté d'inclure un document spécial, une évaluation psychologique médico-légale de Sahil Kumar. Cet examen était une initiative inattendue de la part de l'accusation. L'objectif était de prouver que les actes de l'accusé n'étaient pas simplement criminels, mais délibérément contrôlants et manipulateurs, qu'il était conscient de chacun de ses actes et qu'il avait construit un modèle, étape par étape, pour asservir ses victimes comme un système. La commission psychologique, qui comprenait 2 spécialistes de l'Institut de psychiatrie légale de Mumbai, est parvenue aux conclusions suivantes. Sahil Kumar a des capacités cognitives élevées et ne montre aucun signe de trouble mental. Il a été diagnostiqué avec des traits prononcés de troubles de la personnalité narcissique et sadique. Le comportement de l'accusé est structuré, cohérent et émotionnellement détaché des conséquences de ses actes. Il montre un manque total d'empathie et une confiance totale dans la légitimité de ses actes. Citation tirée de la conclusion. Le prévenu ne perçoit pas les victimes comme des individus. Il les traite comme des objets à travers lesquels il réalise sa mission spirituelle. Dans le contexte de ses motivations personnelles, ses actes s'inscrivent dans un cadre de domination intellectuelle et de contrôle sexuel. Le ministère public a appuyé ses conclusions en citant des extraits de la correspondance dans laquelle Sahil écrivait « Ils résistent parce qu'ils ont peur, mais après la peur vient la soumission, et la soumission, c'est la liberté. » Lors de l'audience, la défense a tenté de contester la crédibilité de l'évaluation psychiatrique, affirmant qu'elle avait été influencée par la pression publique. La Cour a rejeté cette objection. Le même jour, 2 autres témoins essentiels ont été entendus, des femmes qui ont refusé de s'exprimer publiquement, mais ont accepté de témoigner par écrit sous des pseudonymes. Toutes 2 sont arrivées en Inde en 2018 à l'invitation de la Fondation, ont subi les rituels et se sont enfuies au bout de 3 mois. Leurs témoignages étaient durs, détaillés et bouleversants. Dans l'une des notes, une femme a écrit « Je savais que c'était de l'esclavage, mais ils m'ont expliqué que si je partais, je mourrais spirituellement. Je les ai crus. » Dans une autre, « Il n'a jamais levé la main sur moi. C'est le système qui m'a frappé. Chaque mot était répété. Je ne vivais pas. Je suivais un script. » Le procureur n'a pas donné de nom, mais a clairement indiqué que les 2 femmes suivaient un traitement pour syndrome de stress post-traumatique et se trouvaient actuellement hors d'Inde. L'une est en Allemagne, l'autre au Canada. Après avoir lu ces déclarations, Sahil a réagi pour la première fois. Selon des témoins oculaires, il a cessé de se retenir, a secoué la tête et a dit à voix haute « Ils n'ont rien compris.
Tout était juste. Le juge a tout de suite demandé le silence, mais cet épisode a fait du bruit. 2 jours plus tard, le procureur a annoncé sa position finale. Sahil Kumar n'est pas un agresseur isolé. Il était le visage du système. Il en est l'instrument et l'architecte. À travers lui, la machine de destruction de la volonté humaine était à l'œuvre. Ses actes n'étaient pas excessifs. Ils relevaient d'une politique. La défense, quant à elle, a de nouveau tenté de ramener l'affaire sur le terrain des différences culturelles, arguant que les méthodes de purification spirituelle en Inde peuvent différer de celles connues en Occident. Cette ligne de défense avait déjà irrité non seulement le tribunal, mais aussi les observateurs. Un représentant d'Amnesty International a déclaré lors d'une conférence de presse « Quand il s'agit de coups, de viols et d'isolement dans un sous-sol, ce n'est pas une question de culture. C'est un crime. » Le tribunal a terminé l'examen des preuves à la fin du mois de septembre. Le verdict devait être rendu au cours de la première semaine d'octobre. Quelques 2 jours avant, des informations ont fuité dans les médias concernant de nouvelles preuves susceptibles de changer le cours de l'affaire. Les services de renseignement militaires népalais avaient transmis au bureau indien des informations sur un campement informel dans la région du Mustang où un homme ressemblant à Anurag Srivastava se cacherait. Une descente a été effectuée, mais la maison était vide. Cependant, un magazine a été trouvé à l'intérieur décrivant des méthodes de formation des étudiantes et une liste de 12 noms dont certains correspondaient à ceux des femmes vues à Chennai. Le même jour, la mère d'une des victimes, Claudia Brunner, a publié une tribune dans le journal allemand Die Zeit dans laquelle elle écrivait « Tant que la personne qui a écrit ces règles sera en vie, elles continueront de s'appliquer, et ceux qui les ont mises en œuvre ne sont que des rouages interchangeables. Je ne sais pas combien nous sommes, mais je sais que ce n'est pas la fin. » Le 4 octobre 2021, le tribunal de district de Chennai a rendu son verdict dans l'affaire Sahil Kumar. La salle d'audience était bondée. Des journalistes du Royaume-Uni, de Pologne, d'Allemagne et d'Inde, des représentants de l'Union européenne, de l'ambassade de Pologne, d'organisations de défense des droits humains et des proches des victimes étaient présents. Le procès a été suivi en ligne par des représentants des parquets de plusieurs pays où des enquêtes parallèles liées à Shantiparam étaient en cours. Le juge a commencé son verdict par la déclaration suivante. « Il ne s'agit pas d'un cas isolé de crime. Ce que nous avons devant nous, c'est un système international organisé et avéré de détention forcée, d'exploitation et de destruction de la personnalité des femmes sous le couvert de pratiques spirituelles. L'accusé n'y a pas simplement participé, il en était le porteur et le propagateur. Sahil Kumar a été reconnu coupable des 6 chefs d'accusation. Il s'agit notamment de privation illégale de liberté, 3 chefs d'accusation, d'agression sexuelle, 4 chefs d'accusation, la contrainte sous la menace de violence, l'organisation d'un groupe criminel, le blanchiment d'argent et la dissimulation de preuves. Peine totale, 27 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle dans une prison de haute sécurité du Tamil Nadu. La lecture du verdict a duré 48 minutes. Sahil est resté silencieux, sans réagir aux paroles du juge. Ce n'est qu'à la toute fin, lorsqu'on lui a demandé s'il avait quelque chose à dire, qu'il a répondu « Vous avez brûlé le chemin, mais vous n'avez pas éteint le feu. Il n'est pas en moi, il est dans les autres. » Après le verdict, le juge a ordonné séparément aux autorités indiennes d'assurer l'expulsion de toutes les victimes qui le souhaitaient, ainsi que le gel de tous les comptes et biens de la fondation Shantiparam dans le pays. Le lendemain, le parquet a ouvert une procédure contre 4 autres anciens dirigeants de la secte, dont Priyanka Kumar et Ramesh Varma. Ils ont été accusés de complicité, de dissimulation de crimes
et de participation à des actes violents. Dans le même temps, Interpol a intensifié ses recherches internationales pour retrouver Anurag Srivastava. Sa photo et ses pseudonymes possibles ont été transmis à toutes les juridictions, y compris aux pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine. Au niveau du gouvernement central indien, le ministère de l'Intérieur a ouvert une enquête sur tous les centres de méditation enregistrés et les fondations recevant des transferts étrangers. En 2 mois, 62 organisations utilisant un modèle similaire de hiérarchie sectaire et de recrutement de femmes à l'étranger ont été fermées. 8 dirigeants ont été arrêtés. En Pologne, en Allemagne et en Australie, des audiences publiques ont commencé sur la protection des citoyens à l'étranger. Le ministre polonais des Affaires étrangères a fait une déclaration. Cette affaire nous rappelle tragiquement que la manipulation et la violence peuvent se cacher derrière des sourires, des promesses d'amour et la quête de vérité. Sofia est de retour, mais combien d'autres n'ont pas eu cette chance? À l'automne, 6 femmes qui avaient déjà été libérées du centre de Chennai ont entamé un processus de rétablissement commun sous la supervision de médecins et de psychologues. 4 d'entre elles ont intenté une action civile contre la fondation et demandé une indemnisation. Un tribunal indien a donné raison à 3 d'entre elles, accordant à chacune l'équivalent de $100 000. L'indemnisation a été versée à partir des avoirs gelés sur les comptes de la fondation. Une partie des biens, maisons, équipements, voitures, a été mise aux enchères. Le produit de la vente a été utilisé pour fournir une aide médicale et juridique aux victimes. Pendant ce temps, l'enquête sur les femmes disparues s'est poursuivie. Sur les 15 répertoriées par le parquet, 3 ont été localisées. Toutes se trouvaient dans d'autres pays, certaines dans des monastères ou des communautés fermées. Selon elles, elles sont parties de leur plein gré, mais ne sont toujours pas prêtes à communiquer avec leur famille. Les 12 autres sont toujours portées disparues. L'histoire de Shanti Param a officiellement pris fin avec la dissolution de la fondation, mais ses conséquences psychologiques, sociales et internationales perdurent. Les forums mondiaux des droits de l'homme ont commencé à discuter de nouveaux protocoles pour contrôler les organisations de méditation et coordonner les efforts des États pour protéger les citoyens qui voyagent pour des pratiques spirituelles. Sofia Kowalska est rentrée en Pologne en octobre. Elle ne s'est pas exprimée publiquement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a changé de nom, suivi une thérapie et quitté Łódź. Selon son amie, elle essaie d'oublier, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut effacer. C'est pour toujours. Anurag Srivastava est toujours en fuite. Plusieurs rapports font état de ses activités, d'abord en Indonésie, puis au Mexique. Aucun de ces rapports n'a été confirmé. Les enquêteurs pensent qu'il a changé d'apparence, qu'il utilise de faux papiers et qu'il se cache peut-être dans un pays où le contrôle des organisations religieuses est faible. Mais le plus inquiétant, c'est qu'aucun système de contrôle, aucun gouvernement ne peut garantir que ça ne se reproduira pas. Parce que le mécanisme utilisé dans cette affaire est simple, et il peut être reproduit. Et, comme l'a montré Sahil Kumar, il suffit d'un profil Instagram pour déclencher la chaîne. Une chaîne qui se termine dans un sous-sol sans fenêtre.